Vous souvenez-vous des premiers navigateurs web? Bon, cela remonte à loin, en tout cas pour l'histoire d'Internet. Mais déjà à l'époque, une guerre avait commencé pour les navigateurs. Voici Marc Andreessen. À l'époque, Marc développait un petit projet avec son collègue Eric Bina, à l'université de l'Illinois. Le projet s'appelait Mosaic et il est sorti en 1993. C'était le premier navigateur web pour le grand public, simplement car il était un navigateur graphique. Un moyen de parcourir les premiers sentiers du web facilement, bien moins technique et difficile à utiliser que ceux créés par le CERN. C'était révolutionnaire. Plus tard, Marc a été approché par un certain James Clark qui l'aidera à créer la société Netscape. En 1994, la compagnie est créée et après seulement 16 mois depuis sa création, le moteur de recherche du même nom devient une icône qui, après le premier jour de lancement, fait monter la compagnie à une évaluation boursière de 3 milliards de dollars. Et tout ça alors que Marc n'a que 24 ans. Bref, plus tard, Mosaic, toujours possédé par l'université de l'Illinois, va perdre ses parts de marché, car Netscape devient de plus en plus populaire et récupère de plus en plus d'utilisateurs. Netscape perd la guerre des navigateurs quelques années plus tard, car Bill Gates, avec Microsoft, va venir confronter notre ami Marc avec son nouveau navigateur Internet Explorer. Cependant, avec son navigateur, Marc n'aura pas seulement développé l'ancêtre des navigateurs modernes, il aura aussi amené, avec son projet, le plus grand moyen de tracking de l'histoire. Un moyen qui va permettre à une entreprise de devenir le monstre de la publicité que l'on connaît aujourd'hui. Cette entreprise, c'est Google. Dans sa version 1, Lou Montulli, un ingénieur et cofondateur de Netscape, a eu une idée. Utiliser des fichiers texte pour stocker de l'information. Le but était innocent, stocker des données facilement sur la machine de l'utilisateur, pour pouvoir garder en mémoire des informations. Le nom vient simplement du Magic Cookie, qui était un concept informatique déjà utilisé à ce moment-là. Du coup, c'est quoi un cookie? Un cookie est un petit fichier stocké dans le terminal d'un appareil, smartphone ou ordinateur, qui est associé à un site web. Il y a deux types de cookies, les cookies principaux, internes au site web, et les cookies tiers, appartenant à d'autres sites. Les cookies principaux sont gérés par le site lui-même et qui vous permettent de ne pas avoir à vous réidentifier à chaque fois que vous changez de page sur un site web. Les cookies tiers sont gérés par des tierces parties, des autres sites web ou applications donc. Et c'est en général eux qui posent problème. Même si les sites qui les procurent offrent des fonctionnalités utiles, comme Facebook Pixel qui permet de suivre les internautes sur votre site web et ainsi mesurer l'impact de vos campagnes publicitaires. Le problème c'est que cet outil est aussi très connu pour traquer les comportements des utilisateurs et utiliser les cookies pour matcher les utilisateurs avec leur compte Facebook, pour le ciblage publicitaire. Le cookie lui-même ne fait rien de mal, ce n'est que du texte, un identifiant pour être plus précis. En revanche, ça peut devenir très puissant lorsqu'on ajoute avec cette technique du code JavaScript. Imaginez un site A qui possède un cookie d'un site B. Lorsque vous visitez le site A, votre navigateur va également demander des infos au site B, comme une image nécessaire à l'affichage du site A. Le site B vous attribue un identifiant qui est stocké dans le cookie et le code JavaScript qui sert à suivre vos interactions avec le site. Le type de site que vous visitez, la page sur laquelle vous vous trouvez, les clics que vous faites, etc. etc. C'est comme ça qu'une entreprise peut vous connaître et créer un profil de votre personnalité. Car en accumulant les sites, nous pouvons vous connaître très précisément. Ces cookies ont donc deux utilités, les données comportementales entre sites web et les enchères en temps réel. Prenons le premier. Vous suivre entre chaque site web. À chaque fois que vous visitez un site, un cookie est là pour vous suivre. Enfin, il y a bien ces bannières qui servent à les en empêcher, mais vous cliquez systématiquement sur accepter. Donc en somme, ces bannières ne servent à rien. Vous cliquez, faites vos achats ou visitez un site et tout est enregistré. Après quoi, vous continuez sur le prochain site où vous serez suivi, analysé et enregistré. Puis au prochain, puis encore à l'autre et encore et encore et encore. Concernant les enchères en temps réel, lorsque vous arrivez sur un site web, notez le décalage qu'il y a pour qu'une publicité s'affiche. Quelques secondes. Mais c'est durant ce laps de temps que vous êtes vendu. Il y a trois parties impliquées, le courtier en données, le publicitaire et le site web sur lequel vous vous trouvez. Durant ces quelques secondes, le courtier en données vend votre profil digital, vos hobbies, vos préférences, vos problèmes, comme par exemple des maladies, etc. De l'autre côté se trouvent les publicitaires qui veulent vous montrer leur publicité pour que vous achetiez leurs produits. Celui qui paye le plus pour un certain profil
gagne la chance d'afficher sa publicité, et donc de gagner un clic. C'est ça que sont les enchères en temps réel. Et elles se déroulent en quelques secondes alors que vous n'avez même pas commencé à lire le contenu du site. Et donc, comment Google en est arrivé à être si important pour que toute une industrie tremble lorsque l'entreprise se sépare des cookies? Google a commencé comme projet de recherche en 1996. Il ne s'agissait que du moteur de recherche. Elle est officiellement une entreprise en 1998 et lance son premier navigateur en 2008 avec Chrome. C'est très long avec juste un moteur de recherche sans navigateur. Oui, car les deux sont différents pour ceux qui ne l'ont pas compris. Un moteur de recherche vous donne accès à ce que vous voulez voir sur Internet selon votre requête, alors qu'un navigateur vous permet de voir le contenu des pages. Avoir accès à l'un sans l'autre, c'est comme avoir accès à la bibliothèque contenant tout le savoir du monde, tout en étant aveugle. Aujourd'hui, Chrome possède près de 70% des parts de marché dans le monde. Vous comprenez donc que si Google stoppe l'utilisation des cookies avec Chrome, son navigateur, c'est toute l'industrie qui devra s'en passer. Et donc, pourquoi est-ce un problème d'avoir des trackers qui vous suivent sur Internet et récoltent nos données? Après tout, comme le disait Google, Don't be evil, ou ne soyez pas mauvais, qui était dès 2000 la phrase emblématique de la firme avant qu'elle disparaisse du code de conduite en 2018. L'entreprise ne vous souhaite pas de mal, et ces techniques ne devraient pas représenter un quelconque danger, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que cela est un problème? Après tout, vous êtes sûrement ce genre de personne disant que ça vous est égal que Google ou Facebook savent que vous achetez du pain avec du Nutella pour vous en faire des tartines tous les matins. Ou encore que vous cherchiez des cercueils car un proche est décédé. Ou bien aussi que vous cherchiez désespérément de l'argent car votre recherche indique besoin d'argent à l'aide sur Internet et que l'on peut vous proposer des prêts à des taux d'intérêt à 1700%. Je veux dire, imaginez les réseaux d'arnaque. Par exemple, il y a un réseau basé à Chypre qui envoie constamment des pubs en Suisse, en se faisant passer pour des célébrités locales ou encore pour les présentateurs de la télévision nationale. Alors, ce qui est pratique, c'est que, du coup, c'est la télé nationale qui a enquêté sur l'affaire assez rapidement, puisque ça les concernait. Et ils ont découvert qu'il s'agit en fait de comptes d'investissement à haut risque par des entreprises basées à Chypre. Sur Trustpilot, des sites en lien avec le réseau sont accusés de fraude et d'arnaque. On parle de personnes qui ont perdu des dizaines de milliers de francs suisses. J'ai travaillé dur pour cet argent et parfois je me demande comment j'ai pu être aussi stupide. Ces opérateurs étaient si crédibles et déterminés. Tout semblait vrai. Ça, ce sont les dangers de la publicité ciblée. Un autre exemple à ajouter est celui de Babel Street, une investigation de 404 Media et Krebs, paru également dans The Verge, explique que le courtier en données, grâce à son outil LocateX, détournait les identifiants publicitaires utilisés par Google et Apple sur chaque téléphone pour servir à ses consommateurs des publicités ciblées. C'est devenu un moyen de localisation des personnes en affichant leur géolocalisation par un point rouge sur une carte. Nous pouvons par exemple y découvrir sur un enregistrement d'écran un regroupement de points rouges à côté d'une clinique d'avortement en Floride et retracer le chemin d'un de ces points lorsqu'il va de lieu en lieu. Un des points suivis avant l'arrivée à la clinique montre le chemin parcouru dans une maison en Alabama, dans un magasin, une église et finalement le centre d'avortement. L'avortement est illégal en Alabama. Ça donne déjà une idée assez précise du profil de la personne. Plus récemment, il y a aussi l'exemple du journal Wired qui a suivi les déplacements de certains visiteurs de l'île privée de Jeffrey Epstein pour montrer leur provenance jusqu'à dans leur bâtiment de résidence. Ils auraient été fournis par un courtier en données spécialisé dans ce genre d'informations, comme avec l'outil qu'on vient de voir. Il y a aussi la fuite de données, ou les distributions dangereuses des données. Le cas de Ashley Madison en 2015, qui était un site spécialement pour les mariés cherchant un ou une amante, se fait voler ses données après que des hackers aient récupéré l'intégralité des informations du site et exposent ainsi 37 millions de maris infidèles. Ça, c'est l'un de mes préférés. Les données que Netflix a partagées en 2006 est un autre exemple. Netflix voulait améliorer son algorithme de recommandation. L'équipe a donc lancé un concours avec un objectif et a fourni une liste d'historique d'utilisateurs, après n'avoir anonymisé que les noms. Une équipe de chercheurs a réussi à faire matcher des utilisateurs présents dans la liste du prix Netflix avec une base de données IMDb, regroupant des notes et commentaires de films par des internautes avec leurs pseudos qui sont souvent leur vrai nom.
Dans le rapport, une ligne dit ceci. Pourquoi une personne qui évalue des films sur IMDb, souvent sous son vrai nom, se soucierait-elle de la confidentialité de ses évaluations Netflix? Cela peut faire penser que la personne cachait quelque chose auprès de son entourage, qui utilise aussi ce compte, mais ne voit pas ses commentaires en ligne. Ça a donné naissance à une rumeur sur une mère lesbienne qui n'a pas eu le temps de faire son coming out, car son mari a découvert son secret à cause du partage de ses données. Plus tard, Netflix est poursuivi en justice et l'une des personnes plaignantes se trouve être une mère lesbienne. Tout comme le décrit le rapport, il est possible que la plaignante soit cette personne, mais cela reste une rumeur. Plus récemment, en 2020, c'est l'entreprise appartenant à Oracle, nommée BlueKai, qui est le plus gros courtier en données des États-Unis, qui a vu ses données fuiter car son serveur n'avait même pas de mot de passe. Imaginez, vous êtes à la tête d'une entreprise en courtage de données avec la plus grande base de données de consommateurs en ligne, ainsi que toutes leurs informations les plus sensibles, et vous les laissez sur un serveur sans sécurité ni mot de passe. Il y a encore un point à aborder ici. Il s'agit des mineurs sur Internet. Durant la pandémie du coronavirus, les élèves autour du monde étaient obligés de participer aux leçons en ligne, étant donné que les écoles étaient fermées. Human Rights Watch a conduit entre mars et août 2021 une analyse technique sur les produits technologiques d'éducation, EdTech. Sur 163 produits vérifiés, 145, soit 89%, s'apparentaient à des pratiques qui mettaient les droits des enfants à risque avec les données. Je vais vous résumer l'étude car elle est longue. Je vous invite quand même à aller la lire. Toutes les sources sont en description. Ces produits donc ont la capacité de monitorer les enfants, en secret dans la plupart des cas, et de collecter les données pour savoir qui ils sont, où ils se trouvent, ce qu'ils font dans la classe, qui sont leurs familles, leurs amis, et le genre d'appareil que leur famille et amis utilisent. Pour vous la faire courte, les méthodes de tracking sont le fingerprinting, c'est-à-dire que les plateformes collectent toutes les données de l'appareil de l'utilisateur. Le numéro email, si c'est un téléphone, l'adresse Wi-Fi MAC, où se trouve l'appareil, la taille de l'écran, etc. L'autre moyen est le Canva fingerprinting. En gros, la plateforme affiche discrètement cette image dans le navigateur de l'utilisateur. Cette technique s'appuie sur des variations de rendu des images Canva sur les différents navigateurs et plateformes web pour créer une empreinte numérique personnalisée du navigateur de la personne. Les 145 produits partageaient les données avec 196 compagnies tiers. Des courtiers en données, pour la plupart, qui utilisent des algorithmes sophistiqués pour analyser les caractéristiques et intérêts personnels pour ensuite prédire ce que ces enfants pourraient faire sur Internet et ce qui pourrait les influencer. Les aperçus peuvent ensuite être vendus à n'importe qui tente de cibler un groupe de personnes prédéfinies, avec des caractéristiques similaires en ligne. Et donc, voilà ce qu'il en est. Des profilers qui vendent vos infos au plus offrant. C'est ça, le business du courtage de données. Un business à 390 milliards de dollars. Mais qu'en est-il des principaux intéressés? Qui sont-ils? En mai 2014, un rapport de la FTC, la Commission fédérale du commerce, aux États-Unis, a publié un rapport pour mieux comprendre ce qu'était un courtier en données. Quelle était l'industrie, les clients, les produits, etc., etc. En résumé, quand on parle de courtier en données, on parle en fait d'une entreprise de courtage en données. Une entreprise donc qui a comme modèle d'affaires de collecter les informations personnelles à propos des consommateurs provenant de différentes sources et ayant pour objectif de vendre des produits marketing, de vérification d'identité, d'individus ou encore de détection de fraude. Ce qui est extrêmement puissant, mais aussi dangereux avec le business des courtiers en données, c'est l'inférence de données. Ils récoltent une quantité gigantesque d'informations sur les gens et en font ce qu'on appelle de l'inférence. C'est-à-dire qu'ils vont, avec ces données, prédire des caractéristiques d'une personne comme son niveau de revenu, son ethnicité, son style de vie ou ses intérêts. Par exemple, ils peuvent classer un consommateur comme un futur parent, un passionné de voiture, un diabétique, un acheteur à prix réduit, une personne plus susceptible d'être intéressée par des médicaments de marque que des médicaments génériques. D'autres courtiers en données peuvent signaler le numéro de sécurité sociale d'un consommateur comme étant potentiellement associé à une fraude. Concernant les données, le but est d'élargir le spectre de connaissances au maximum. Les sources peuvent être en ligne ou hors ligne. Pour ce faire, les courtiers en données vont récupérer les informations chez des entités qui sont en lien avec le consommateur. Ils ne vont jamais récupérer les informations eux-mêmes, du moins pas ceux de l'étude qui date de 2014. En assemblant ces données en provenance de différentes sources, ils sont en mesure de dresser un profil détaillé d'un consommateur. Les sources ont été identifiées au nombre de 3,
sources commerciales, sources publiques et sources gouvernementales. Pour les sources commerciales, on peut parler des données de transaction quand vous achetez quelque chose, dont on parlera dans une autre vidéo. Des listes de clients de sites web, comme des sites de e-commerce, de voyage, d'information, etc. Et finalement, les courtiers en données se revendent les sources. L'un des courtiers du rapport obtient les coordonnées des consommateurs à partir de 20 sources différentes. Les sources publiques sont les réseaux sociaux et les sites d'information publics. Il suffit d'envoyer un robot pour scraper, c'est-à-dire aller lire les infos de chaque page et collecter les données. Je les mets entre guillemets car des sites comme les réseaux sociaux ont horreur de ça et mettent des moyens en place pour l'éviter. Finalement, des sources gouvernementales comme des licences professionnelles, de propriété, comme des taxes, des amortissements sur la propriété elle-même, des informations sur les véhicules à moteur, des enregistrements de vote, etc., etc. En fait, juste avec ça, ça devrait vous donner une idée de ce qui peut être vendu. Globalement, absolument tout peut être vendu. Il suffit d'y mettre le prix. Vous avez ici 3 types de produits. Produits marketing, des produits de mitigation de risque et la recherche de personnes. Les produits marketing regroupent également 3 sous-catégories. La première est le marketing direct, comme le marketing par email. Cela peut inclure des listes marketing, c'est-à-dire identifier les consommateurs qui partagent les mêmes caractéristiques. Le second est le marketing en ligne, comme les publicités que vous voyez sur Internet. Il s'agit de mettre en collaboration le site web sur lequel vous vous trouvez et le publicitaire. C'est aussi comme ça que les courtiers en données peuvent faire ce qu'on appelle de l'onboarding. Une entreprise demande au courtier de trouver des prospects avec des caractéristiques spécifiques, taille, âge, sexe, maladie, etc. Le courtier trouve les prospects en ligne et peut ainsi faire du ciblage publicitaire en suivant les utilisateurs grâce aux cookies, et peut même le faire de site en site, au travers Internet donc. Et finalement, l'analyse marketing qui permet de créer des messages personnalisés pour les clients des courtiers en données. La mitigation de risque, c'est de la vérification d'identité et de la détection de fraude. La vérification d'identité est simplement un moyen de connaître son client, qui est demandé dans la loi nommée Patriot Act aux États-Unis, mais pas nécessaire en Europe. Pour la détection de fraude, il s'agit notamment d'un produit très utile pour les banques qui peuvent ainsi voir s'il y a par exemple des transactions étranges qu'il faudrait bloquer. La recherche de personnes est un outil que vous pouvez trouver et utiliser en ligne pour rechercher des infos sur une personne. Vous les connaissez sûrement sous le nom de OSINT pour Open Source Intelligence, qui permet d'utiliser les données publiques d'Internet pour retrouver des informations. Je vous présente par exemple OSINT Framework, qui est une liste d'outils d'OSINT que vous pouvez utiliser pour trouver toutes sortes d'infos, comme des personnes, des adresses IP, des outils pour le dark web, etc. Elle n'est pas exhaustive, mais suffisante pour vous donner une première idée. Allez, amusez-vous. Concernant les clients, la liste est longue, car il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir de services pharmaceutiques, d'entreprises d'hôtellerie, de services financiers, de sociétés de marketing, de services immobiliers, d'avocats, etc., etc. En fait, puisque les données sont très variées et que vous pouvez littéralement trouver n'importe quoi, tout le monde y trouve son compte, même vous. Maintenant, il devrait vous venir une question. Comment les individus comme vous, donc, peuvent contrôler leurs données? Ou plutôt, comment pouvez-vous faire pour consulter, modifier ou même supprimer ces informations comme bon vous semble? Ce sont vos données après tout. Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. Certains courtiers vous permettent d'accéder à ces données, mais la suppression est difficile. Pourquoi? Simplement car les courtiers mettent à jour leur base de données. Souvent. Très souvent. Cela varie entre la mise à jour à la seconde, pour des produits financiers par exemple, ou parfois hebdomadairement ou mensuellement. Et si vous n'avez pas supprimé vos données à leur source, vous vous retrouverez tôt ou tard à nouveau dans leur base de données. Encore une fois. Et le fait est que les courtiers se vendent les données entre eux. Donc au final, c'est comme essayer d'enlever l'eau d'un bateau en train de couler. Voilà en résumé ce qu'est un courtier en données et pourquoi ils sont si importants dans cette industrie. Durant chacun de vos mouvements sur Internet, ils sont là pour vous observer. Et ils sont partout. Je veux dire, vous pouvez devenir courtier en données. Il vous suffit d'avoir un site Internet avec quelques clients ou abonnés et vous êtes prêt à revendre ces données. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'existe pas de liste précise sur tes courtiers. C'est parce que c'est tout simplement impossible. Un moyen pour vous préserver de cette industrie est d'améliorer la législation. Mais d'ailleurs, qu'en est-il des lois pour les données? D'une manière
manière générale, la plupart des pays ont des lois sur la protection des données et de la vie privée, comme le montre cette map, qui provient du site des Nations Unies sur le commerce et le développement. Globalement, 79% des pays ont des lois sur la protection des données. 98% de pays développés, 76% de pays africains, 57% des pays les moins développés, etc. Comme le montrent les données du site, les pays européens, par exemple, ont tous des lois individuelles, mais sont également regroupés sous le GDPR, qui est la grande loi en Europe en termes de protection des données et de vie privée. C'est d'ailleurs cette loi qui demande le droit à l'oubli. Il y a aussi une autre loi nommée la loi sur les cookies, parvenue avant le GDPR, qui a amené à la bannière sur les sites que vous visitez et qui vous demande votre consentement pour utiliser des cookies. D'autres pays, comme la Chine, ont également des lois tout aussi strictes que celle-ci, comme le PIPL, qui est le GDPR chinois, mais clarifiant que le gouvernement peut accéder à ces données qui doivent être stockées sur le territoire chinois. Les États-Unis ont également un ensemble de lois fractionnées, certaines annoncées par la FTC, ceux qui ont fait le rapport des courtiers en données tout à l'heure, et des lois sectorielles comme la COPPA pour la vie privée des enfants, la HIPAA pour les données sur la santé, etc. Finalement, pour la Suisse, il y a la LPD, qui est la loi sur la protection des données. Elle est aussi alignée avec le GDPR, mais considérée plus stricte. Par exemple, les données financières ou comportements d'achat, qui sont des données sensibles, ne peuvent être vendues. Le fait est qu'il y a des failles. Certains pays ont des lois moins strictes ou même inexistantes. Des courtiers en données peuvent y installer des compagnies offshore pour y stocker les données et ainsi avoir des droits plus souples sur la collection et le stockage de ces mêmes données. En plus des lois, l'opinion publique dicte aux entreprises comment se comporter. Par exemple, si plus de gens étaient conscients de l'étendue des risques de la revente de données, les courtiers en données ne seraient sûrement plus aussi libres. C'est notamment le cas de Google qui, depuis 2019, a quelques problèmes d'image. Entre ses procès pour obliger l'entreprise à vendre Chrome, son précieux navigateur, et sa perte de vitesse dans la course de l'IA, l'entreprise a dû faire des choix pour son moyen de tracking le plus efficace, le cookie. D'où la prochaine question, que prépare Google ? Jusqu'à maintenant, nous avons vu l'histoire des cookies jusqu'à 2020. Nous avons aussi vu comment Google et les courtiers en données récupèrent nos données pour les revendre. Il s'agit d'enchères en ligne qui se déroulent en quelques secondes sur les sites que vous visitez. Ces pubs peuvent aussi s'afficher sur n'importe quel site que vous visitez, puisqu'ils peuvent vous suivre sur Internet. Et c'est comme ça que le business model d'Internet fonctionne. Un service gratuit en échange d'une pub. Mais après 2020, les choses changent. En effet, cette période marque le début pour Google de se réinventer, changer un modèle qui marchait jusque-là. Pourquoi ? Pour ses problèmes d'image. Google n'est pas connu pour être un enfant de cœur. Au contraire, tout le monde, de votre petit cousin à votre mère, doit être au courant de sa manière de faire de l'argent, et au minimum que c'est potentiellement un problème. Alors, qu'est-ce qui change ? Eh bien, tout d'abord, tout commence en 2019 quand Google sort un article intitulé « Créer un web plus privé » ou « Building a more private web ». Google présente l'initiative Private Sandbox qui vise à améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs sur le web tout en maintenant un écosystème sain soutenu par la publicité. Le but est de ne pas compromettre les données des utilisateurs en répondant aux préoccupations concernant les cookies tiers et les méthodes de suivi. Des propositions ont été faites et ont évolué avec le temps. On peut parler ici de Flock, TurtleDove, Sparrow ou Dovekey, qui sont des évolutions ou propositions et aussi trouvables en open source sur le GitHub de Google. C'était un début de renouveau pour Google, car cela change la manière dont Google traitait les données jusque-là. Le profilage intensif, avec l'aide des cookies, était au cœur même de son business model. Mais Google n'a pas cessé de repousser la date de fin des cookies. Cela pour laisser le temps à ses équipes de trouver une solution adéquate. La firme a sorti plusieurs technologies pour parvenir à son objectif promis. Certaines ne sont plus d'actualité et ce n'est pas une mince affaire. Simplement car Google doit à la fois garder ses utilisateurs tout en faisant plaisir aux publicitaires. Ces derniers qui vont aller dépenser leur budget sur n'importe quelle chaîne qui est plus efficace. Si cette alternative ne l'est pas, ils se tourneront vers des concurrents comme Meta. Meta, qui disait pouvoir perdre 10 milliards de dollars après les changements dans la politique d'Apple en matière de cookies, lorsqu'ils ont empêché les publicitaires d'accéder à l'identifiant de l'iPhone. L'industrie change. Elle change car Google, qui est au cœur de cette industrie, doit s'adapter à une concurrence de plus en plus rude et une opinion publique
qui le met sur le devant de la scène, comme le grand méchant de l'histoire. Alors que chaque méchant a droit à son moment de rédemption, vous ne trouvez pas? On peut se demander maintenant quel est l'avenir. Après tout, l'industrie change et la concurrence est rude. Comment est-ce que le profilage sur Internet sera fait dorénavant? Google, ayant arrêté l'utilisation des cookies tiers, fait entrer toute une industrie dans une transformation. Transformation où l'objectif est d'être en lien direct avec les entreprises qui possèdent des infos sur ses clients. Tout d'abord, l'avenir pour les courtiers en données sont donc les données première partie. Payez avec votre Mastercard et Mastercard aura des données sur vous. Utilisez Netflix et Netflix aura des données sur vous. Commandez un Uber et Uber aura des données sur vous, etc. Ces entreprises se transforment en ce qu'on appelle un réseau de détail, c'est-à-dire qu'ils deviennent à la fois des courtiers en données et plateformes de publicité. Prenez Best Buy, cette entreprise américaine de vente de matériel électronique. La compagnie connaît vos habitudes d'achat, recherche sur son site les paniers abandonnés, les avis que vous postez sur les produits, etc. Best Buy peut alors vendre ces données aux publicitaires pour les placer sur des canaux comme son site web ou son application. Il y a aussi une technique développée appelée message de proximité et qui permet d'afficher des pubs à proximité de la personne sur des écrans télé ou des PC. Les consommateurs sont géolocalisés dans un magasin par l'application au téléphone. Ensuite, au lieu des cookies, les entreprises vont créer des identifiants partagés liés par exemple aux emails ou numéros de téléphone, hachés ou chiffrés. Le but est que plusieurs entreprises ad-tech reconnaissent le même utilisateur au travers les sites, même sans cookies. Finalement, une autre technique consiste à collecter les informations techniques et uniques des machines. Taille de l'écran, police, taille de navigateur, etc. Pour créer une empreinte digitale ou fingerprint, le but est de traquer les utilisateurs même s'ils bloquent les cookies, car le fingerprint reste le même au travers les sites. Enfin bref, vous avez l'idée. En fait, ce qui est génial avec cette industrie, c'est que peu importe qu'un ou deux géants disparaissent, l'industrie va se métamorphoser pour devenir probablement encore plus invasive qu'elle ne l'était déjà. Le profiling sur Internet ne diminue pas, parce que Google doit arrêter les cookies tiers. Et ça, Google l'a bien compris. En 2019, Google a interdit l'utilisation des techniques de fingerprinting considérées comme mauvaises selon la firme. Peu après la mise à jour qui supprimera les cookies de tracking ou cookies tiers, c'est cette nouvelle technique qui, le 16 février 2025, est mise en avant par Google. Selon Martin Thompson, ingénieur chez Mozilla, Google s'est donné à lui-même la permission d'utiliser une forme de tracking auquel les gens ne peuvent pas faire grand-chose pour arrêter. Parce que c'est ça, l'astuce avec cette technique. Les cookies tiers peuvent être bloqués. Certains navigateurs les empêchaient déjà par défaut, mais le fingerprinting est très compliqué à empêcher, même juste avec un VPN. Pour y arriver, il faut changer régulièrement d'empreinte, utiliser plusieurs outils et extensions de navigateur, et bloquer certains contenus comme ceux utilisant WebGL, permettant le Canva Fingerprinting dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve ça fascinant. Google vous a offert un cadeau empoisonné. Supprimez les cookies contre des trackers encore plus agressifs. Et vous ne pouvez rien y faire, à part fuir et espérer vous cacher des radars. Il y a un autre moyen que je trouve particulièrement intéressant, ce sont les moyens pour intégrer des publicités dans les conversations et interactions avec les chatbots. AdSense, le département spécialisé dans les publicités chez Google, a confirmé par un porte-parole développer actuellement des techniques pour placer des publicités dans les conversations avec des IA générationnelles afin de montrer des pubs pertinentes dans l'expérience d'IA conversationnelle. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui est déjà en production, c'est simplement pour vous donner une idée de l'utilisation des pubs avec les IA conversationnelles. Il y a des gens qui partagent tellement d'infos personnelles avec un niveau très précis de connaissance d'une personne et on pourra bientôt y intégrer des publicités entre deux messages. L'IA conversationnelle est rapidement en train de devenir le premier moyen de recherche sur Internet, qui était dominé par Google jusqu'en fin 2022. Google ramène les publicités ciblées dans cette nouvelle chaîne en rapide développement. De la même manière que Perplexity a lancé Comet en juillet 2025, l'application a été conçue spécialement pour récupérer des données même hors de l'application pour mieux vous comprendre, disait le CEO de Perplexity. Le but est de vous offrir des pubs hyper personnalisées. Comme vous pouvez l'imaginer, Google change ses techniques, pas ses valeurs. Google est une entreprise. Comme toute entreprise, elle vit de profit et d'investissement.
Comme toute entreprise, elle va tenter de générer le plus d'argent possible pour plaire aux investisseurs. Comme toute entreprise, la perte de revenus est son pire cauchemar. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une entreprise comme Google est dans une situation mettant en danger sa survie? Elle devient plus agressive, dans le seul but de survivre. Google nous apprend deux choses. La première, c'est qu'Internet, c'est la jungle, où s'affrontent les plus grands mastodontes de l'ère moderne. Dans la jungle, c'est la loi du plus fort, et Google en est le roi. La seconde, c'est que depuis quelques années, une nouvelle guerre se déroule sous nos yeux, et malgré que la compagnie soit dans une mauvaise situation, perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. Google est là pour nous rappeler que c'est lui qui fait les règles. Et vous aurez beau tenter de le dompter, il ne fera qu'être plus agressif et invasif. Et il vous rappellera qu'on ne dompte pas une bête sauvage. Mesdames et messieurs, c'était Mastermind du Secret Media pour vous desservir. Et n'oubliez pas, vous n'avez aucun secret pour nous.